Merci de nous rejoindre sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Midi. Voici les titres. Au Mali, une offensive lancée ces dernières 24 heures par les forces spéciales françaises et l'armée malienne dans le massif des Iforas a fait plus d'une vingtaine de morts dans le camp des activistes armés. Un soldat français a été tué au cours de l'opération. La Tunisie s'enfonce un peu plus dans la crise politique. Le Premier ministre Ahmadi Jebali a démissionné après l'échec de son projet de cabinet de technocrates. Son parti, le parti Ennahda, avait rejeté en bloc cette proposition. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. C'est sur le Mali que nous ouvrons ce journal. Le Mali où un soldat français a été tué. Le deuxième depuis le début de l'intervention militaire. Il est mort dans l'Adra des Iforas, un sanctuaire des terroristes islamistes. Le sergent-chef Harold Vormezil, 34 ans, légionnaire du 2e régiment étranger de parachutistes, tué mardi matin. Au cours des combats, un de nos camarades a été mortellement touché. Les échanges de tirs ont duré jusqu'au milieu de l'après-midi. Ils ont permis de fixer les éléments terroristes qui étaient présents dans la zone et d'en neutraliser plus d'une vingtaine. Ce soldat avait participé à la libération de Tombouctou fin janvier. Et la semaine dernière, il se préparait pour l'opération Panthère, une opération qui a commencé lundi et qui serait toujours en cours. Pour l'instant, 80% de la fouille des huttes a été effectuée. Jusqu'ici, rien de probant. Depuis ce week-end, près de 150 troupes françaises et maliennes fouillent cette zone située dans le massif des Iforas, en plein cœur du désert, là où des membres d'Ansardine et d'Al-Qaïda au Maghreb se seraient retranchés. Nous sommes maintenant dans la dernière phase de l'opération, c'est-à-dire l'arrestation des derniers chefs ou groupes terroristes qui demeurent à l'extrême nord du Mali. C'est dans le cadre de cette opération qu'il y a eu cet accrochage. La France a déployé environ 4000 soldats au Mali. Ces troupes pourraient se retirer dès le mois de mars et laisser les forces africaines prendre le relais. Nous restons toujours au Mali pour parler de l'ouverture de l'axe Bamako au Gao. Un bonheur pour les populations déplacées qui peuvent désormais regagner le bercail. La ville de Gao a été libérée du joug des djihadistes le 26 janvier dernier. Une grande satisfaction pour ses habitants. Fini désormais le statut de déplacé pour ces habitants de Gao. Après avoir passé 10 mois au sud, nos compatriotes du nord sont plus que jamais heureux de se retrouver parmi les leurs. La ville de Gao a été libérée du joug des djihadistes le 26 janvier dernier par les forces maliennes, françaises, tchadiennes et nigériennes. Sous le contrôle des terroristes sans foi, la police islamique s'est distinguée par la dureté des châtiments infligés à la population. Ces actions ont poussé près de 48 800 habitants de Gao à rejoindre le sud. Mais aujourd'hui, ces populations qui retournent remercient les forces françaises et maliennes. Je commence par remercier le bon Dieu de nous avoir montré ce grand jour-là, du premier convoi qui quitte les régions du sud pour la région de Gao. Effectivement, je suis parti de Gao depuis avril 2012 et ce n'est qu'aujourd'hui que je reviens. Donc pour moi, c'est un sentiment de joie et de grande satisfaction à une dimension qu'on ne peut pas qualifier. Certains passagers appellent nos compatriotes à la cohésion sociale et surtout à ne pas faire d'amalgame. Le message que je veux lancer, c'est qu'il faut être prudent, vigilant et coopérer avec surtout nos forces armées et sécurité. Et surtout ne pas faire l'amalgame. Fin de chômage aussi pour les vendeurs au poste de contrôle de Wabaria. Ceux-ci ont commencé à se frotter les mains après 1 mois et demi d'inactivité due à l'arrêt du trafic sur le tronçon Sévaré-Gao. La République d'Allemagne annonce de son côté l'envoi de militaires au Mali. 330 hommes vont être déployés en soutien à la mission internationale. La moitié d'entre eux va participer à la formation et au conseil de l'armée malienne.
Nous poursuivons avec l'actualité. Jamais un terroriste français n'a été enlevé au Cameroun. Jamais des enfants, en l'occurrence âgés de 5 à 12 ans, n'avaient été pris en otage aussi longtemps dans cette région. 7 Français, même famille, ont été kidnappés dans le nord du Cameroun, tout près de la frontière du Nigeria. Les terroristes, les islamistes plutôt de Boko Haram, sont pointés du doigt. C'est au Cameroun, à quelques kilomètres de ce village, que 7 Français ont été enlevés. Tous membres de la même famille, 3 adultes et 4 enfants. Ils ont été kidnappés tôt ce matin, vers 7 heures, à Dadanga, près du parc touristique de Waza, à une dizaine de kilomètres du Nigeria. C'est un groupe terroriste nigérian qui aurait pris en otage les Français. En fait, ils revenaient d'un parc touristique, ils étaient en voiture et des hommes armés non identifiés les ont arrêtés. Selon les témoins, il s'agirait de 5 individus à moto. Les touristes ont été contraints de les suivre, d'abord en voiture, puis vraisemblablement à moto, puisque leur véhicule a été retrouvé embourbé près de la frontière, côté Cameroun. Selon des témoins, les hommes armés se seraient dirigés avec les Français vers le Nigeria. Des informations jugées probables par le chef de l'État en déplacement en Grèce. Nous faisons tout pour les retrouver et ces Français qui étaient installés au Cameroun l'étaient pour des raisons professionnelles, même s'ils faisaient du tourisme dans la zone concernée. Nous avons un devoir de solidarité à leur égard. Et donc, plus tôt nous pourrons intervenir, plus nous serons sûrs de pouvoir les faire libérer. C'est la première fois que des Français sont enlevés au Cameroun. Mais les enlèvements d'étrangers sont fréquents au Nigeria voisin. Samedi, un groupe islamiste a pris en otage 7 employés d'une société libanaise. Ils vivaient dans cette résidence située au nord du Nigeria, une région sous l'influence des islamistes radicaux. C'est l'un des titres de cette édition. En Tunisie, Ahmadi Jebali démissionne. Le Premier ministre l'annonçait en début de soirée en direct à la télévision. Le chef du gouvernement quitte son poste après avoir échoué à former un gouvernement apolitique. On l'écoute. Cette initiative n'avait recueilli aucun soutien politique. Autrement dit, une majorité dans l'Assemblée nationale. Or, il n'y a pas de gouvernement sans majorité. J'en ai tiré ma conclusion. Cette initiative, qui n'avait aucune chance d'aboutir, m'obligeait à démissionner de mon poste. Et c'est ce que je viens de faire à l'instant, après avoir rencontré le président de la République. Dans le reste de l'actualité, la comparution de Laurent Gbagbo devant les juges de la Cour pénale internationale. Il ne s'agit pas d'une première audience destinée à décider de la tenue éventuelle du procès. L'ancien président ivoirien est soupçonné de crimes contre l'humanité. Ils sont venus donner de la voix pour défendre Laurent Gbagbo. Aux abords de la Cour pénale internationale de La Haye, ils étaient près de 400 à exiger la libération de leur ancien président. Non Gbagbo, non peace. Libérez Gbagbo, communauté internationale. Gbagbo n'a rien fait. C'est Alassane qui doit être ici. Sarkozy doit être ici. À l'intérieur du tribunal, Laurent Gbagbo écoute impassible les charges qui pourraient peser contre lui. L'accusation a insisté sur 4 événements majeurs, des violences post-électorales de 2010-2011, la répression d'une marche de l'opposition sur la radio-télévision ivoirienne, celle d'une marche des femmes d'Abobo, le bombardement du marché du même quartier, mais aussi les exactions perpétrées par ses forces à Yopougon. Le procureur de la CPI estime que Laurent Gbagbo en est le co-auteur. À la Cour désormais d'examiner les preuves et de décider ou non de la tenue d'un procès de l'ancien chef de l'État. Cette Chambre n'est pas appelée à se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence de M. Gbagbo, mais seulement à décider si la présente affaire doit être renvoyée devant une chambre de première instance pour y être jugée. Pas question pour les avocats de Laurent Gbagbo que leur client soit jugé à La Haye. La défense compte bien contester la compétence de la Cour. Selon eux, seule la justice ivoirienne est habilitée à juger l'ancien président. Les débats dureront 10 jours. Laurent Gbagbo devrait prendre la parole le 28 février au dernier jour d'audience.
Justice toujours, cette fois-ci en Afrique du Sud. Nous étions très amoureux, nous ne pouvons pas être plus heureux. Ces mots sont d'Oscar Pistorius, lu par son avocat devant le tribunal de Pretoria en Afrique du Sud. Oscar Pistorius n'avait pas, dit-il, l'intention de tuer sa compagne. Les audiences ont repris ce mercredi. Oscar Pistorius a fait face au juge, debout, seulement quelques minutes. C'est son avocat qui lira sa déposition sur l'honneur, une déposition dans laquelle l'athlète nie avoir eu l'intention de tuer sa petite amie. La mort de Reeva Steenkamp est un accident, affirme-t-il. Oscar Pistorius dit avoir tiré sur la porte des toilettes où elle s'était réfugiée, croyant à l'intrusion d'un voleur. Une thèse rejetée par le procureur qui l'accuse de meurtre avec préméditation. La demande de remise en liberté sous caution est actuellement examinée. Oscar Pistorius ressort du tribunal de Pretoria, à l'abri des regards. Au même moment, à Port-Elizabeth, les proches de Reeva Steenkamp rendent un dernier hommage dans l'intimité à cette jeune femme de 29 ans. Juste un drap et une composition de fleurs blanches recouvrent le cercueil. Les journalistes restent tenus à l'écart jusqu'à l'issue de la cérémonie. Ce vide qu'elle laisse au cœur de chacun qui la connaissait, il ne sera jamais comblé. Il faut garder toutes les choses positives et se souvenir de ce que ma sœur a pu nous apporter et essayer de continuer. Elle va nous manquer. Reeva Steenkamp a été incinérée dès la fin des funérailles au crématorium de Victoria Park. Elle connaissait Oscar Pistorius depuis 3 mois. Retour au Mali avant de refermer cette édition. Face aux étudiants, c'est l'intitulé d'une rencontre qui a opposé les membres de la Jeune Chambre internationale aux apprenants de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Objectif, déterminer le rôle et l'engagement de la jeunesse malienne face à la crise socio-politique. Les réactions au micro de Diakadi Diatangara et Cheikh Tidiane Koulibaly. Qui connaît aujourd'hui notre pays, avec la situation que nous vivons, et le rôle de la jeunesse par rapport à cette situation était au cœur des débats. Parce que nous pensons que nous, en tant que jeunes, surtout en tant que membres Jeune Chambre, nous devons nous distinguer par la réflexion et par l'action. Et c'est autour de ça qu'on voulait mobiliser l'ensemble de la jeunesse, à nous donner la main pour répondre à ces défis qui s'offrent à nous. Les recommandations, c'est d'abord de vulgariser encore les valeurs de l'organisation Jeune Chambre. Et aussi de travailler sur la mission qui est de créer des changements positifs autour de chacun de nous et de créer des changements positifs au sein de nos différentes communautés. Donc c'est autour de ça que nous sommes en train de travailler et de mettre en place des structures de l'organisation Jeune Chambre au niveau de ces différentes localités pour nous permettre de, comme je l'ai dit, de contaminer l'ensemble de la jeunesse pour un engagement citoyen fort pour répondre aux défis de l'heure. C'est sur ces recommandations que nous refermons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Restez avec nous, les programmes continuent sur Africa Télévision.